Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Vous avez certainement déjà vu passer une Joëlette sur une course. Ce qui m'intrigue à chaque fois que j'en vois une sur un trail, c'est la fourmilière humaine qui gravite autour de l'engin, ou comment des gens s'unissent pour offrir à une personne des sensations décuplées et le plaisir de participer à la course avec tout le monde. Cette émulation, je l'ai immédiatement ressentie en découvrant le projet Valem la montagne. Autour de Valentine, 5 filles vont se relayer pendant 4 jours en montagne cet été pour lui offrir une expérience de vie unique. Avec elle, on découvre de l'intérieur comment créer une aventure en Joëlette. Quels sont les points durs, la logistique conséquente qui se cache derrière et leur motivation profonde pour faire aboutir leur aventure. C'est tout de suite dans Quelque part sûr. Bonjour à toutes les trois. Je vous accueille aujourd'hui dans le podcast Quelque part sûr. C'est un plaisir parce qu'on n'est pas très loin, on est à 5-10 km les uns des autres. Et je suis tombé un peu par hasard sur Insta, sur le compte Valem. Alors au lancement du podcast, j'ai pour habitude depuis un ou deux épisodes d'essayer d'emmener l'audience dans comme un format ultra trail. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur le retrait des dossards, puis il y aura des difficultés tout au long du parcours ou des étapes tout au long du parcours. Et je vais rebondir sur les questions que j'aurai à vous poser, euh, toujours dans ce lien avec l'ultra. Aujourd'hui, là, on est au retrait des dossards. Je vais vous demander simplement vos prénoms et puis on va creuser un petit peu sur ce que c'est que Valem. Autour de la table, on a qui? Alors Anna, Ouais. et moi c'est Alice. Et puis en distanciel, on a Lisa. respectivement, vous êtes toutes les trois à quelle fonction sur le projet Valem déjà, et puis on va l'évoquer un tout petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est que Valem? C'est un projet qui a débuté en août dernier, en montagne, après des réflexions sur qu'est-ce qu'on allait faire comme projet l'année prochaine. Et on a décidé de proposer à donc Valentine, qui est ma petite nièce, de faire quelque chose, de faire un projet avec elle en montagne. Donc elle a un polyhandicap, donc c'est pas forcément la première chose à laquelle on peut penser comme lieu de vacances pour un enfant qui a des difficultés et d'ordre motrice, cognitive et autres. Mais donc voilà, l'idée c'est de lui faire vivre cette aventure. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 12 ans, enfin elle vient d'avoir 13 ans maintenant. Ok. Elle habite la Haute-Savoie? Non, elle habite dans le sud de la France, vers Montpellier. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, alors Valem, c'est quoi? C'est une association? C'est un regroupement? Alors Valem, c'est le nom d'un projet et on a ensuite créé une association qui s'appelle Itinéraire des possibles. Et l'idée de cette association, c'est de pouvoir un petit peu chapeauter ce projet Valem, voilà, pour qu'il puisse avoir lieu, notamment pour le côté financier, le côté gestion. Voilà, donc l'association a finalement été créée dans un second temps pour pouvoir chapeauter le projet Valem. Et donc, voilà, Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien sur Valem? Alors aujourd'hui, on est 5.
Ouais, c'est ça, on est 5, donc 4 pousseuses tireuses et une cinéaste. Alors, pousseuse tireuse, hein, on n'est pas au bar. Hein. Il y a pas de bière. La bière, ça viendra après avoir poussé et avoir tiré. Qu'est-ce que vous poussez et qu'est-ce que vous tirez? Ce qu'on déplace, en fait, c'est la joëlette. Donc, la joëlette, ça fait un peu comme un fauteuil roulant tout-terrain. Donc On la voit juste au fond là-bas. Elle est Elle là-bas. embille contre l'entrée de la grange. Et alors, il y a une roue. Il y a deux poignées à l'arrière. Et puis deux poignées, deux bras sur l'avant. Ok. Comment vous vous répartissez autour de la joëlette? Alors, du coup, il y a Valentine dans le siège, normal. Et puis ensuite, il y a une personne derrière qui va gérer avec le guidon, le frein et la hauteur de la joëlette, parce que selon la pente, on va pas la mettre de la même façon. Et ensuite, il y aura une personne devant avec les poignets. Parfois, on peut être à 2 devant quand il faut pousser, enfin tirer fort surtout. Et parfois, on met aussi une sangle encore à l'avant pour faire vraiment, pour tracter avec une sangle au niveau du bassin, pour aider aussi à monter la joëlette. Alors, à l'entraînement, tout simplement, comment vous démarrez l'entraînement? C'est quoi les phases de démarrage? Alors, on va dire qu'au départ, il y a une personne qui est à l'arrière. Donc, la personne qui est à l'arrière, c'est vraiment la personne qui va être là pour gérer l'équilibre de la joëlette. Donc, c'est elle qui vraiment contrôle cette gestion de l'équilibre. Et donc, Valentine va venir s'installer dans le fauteuil et elle commence à s'asseoir sur le bord. Puis ensuite, on l'aide à pousser sur les pieds. Et une fois qu'elle monte sur le siège, la personne à l'arrière va relever la joëlette. Et donc là, la personne à l'arrière peut, elle toute seule, maintenir l'équilibre avec la personne dans le fauteuil. Et pour qu'on puisse ensuite démarrer, il y a une personne qui va se mettre à l'avant et qui va du coup, la personne à l'avant, c'est vraiment celle qui va tracter. C'est vraiment le moteur qui donne de la puissance, mais c'est pas elle qui va gérer l'équilibre de la joëlette. Et c'est aussi la personne qui du coup va décrire le terrain. Parce qu'en fait, la personne qui est à l'avant, qui est à l'arrière, pardon, elle voit pas du tout ce qui se passe sur le chemin. Donc, la personne à l'avant va décrire en détail la qualité du chemin. Donc, on se fait notre propre vocabulaire petit à petit. C'est caillouteux, gros rochers, racines, feuillus, roches, voilà. Donc, on essaye vraiment de décrire ce qu'on voit devant nous pour qu'à l'arrière, elle puisse aussi anticiper voilà, le fait de donner un coup sec s'il faut anticiper une petite montée ou une petite bosse. Voilà, donc il y a beaucoup de communication dans ce pilotage à deux, on va dire. Et ensuite, il y a les deux autres personnes qui vont être sur les côtés et qui vont aider notamment quand il y a des passages, des grosses marches, des gros rochers, à porter la joëlette sur les côtés au niveau du siège. Donc là, on peut être 4 à ces moments-là dans des moments clés. Mais sinon, l'idée, c'est que les deux autres se reposent pour éviter de se fatiguer et pouvoir ensuite réenchaîner et remplacer les autres personnes. Et donc, c'est aussi les personnes qui vont être aux côtés de Valentine, parce qu'en fait, Valentine, elle voit la personne qui est devant, mais elle ne peut pas communiquer avec elle. Et donc, c'est vrai que les personnes qui sont à côté, elles sont aussi vraiment là pour regarder Valentine, transmettre comment elle va à celle qui est derrière devant, qu'on ne voit pas son visage, transmettre voilà, comment elle a l'air d'aller, comment elle se sent, et puis d'être aussi à son côté. Elle aime beaucoup qu'on lui donne la main, par exemple. Votre background, votre environnement à vous à titre individuel et le lien entre chacune d'entre vous, comment il se fait? Vous venez de quels horizons? Eh ben non, de base, je suis pas très sportive. Enfin, je fais des randonnées de temps en temps, euh, voilà. Et en fait, je me suis mis à courir beaucoup, du coup, avec le projet, parce que physiquement, c'est quand même pour moi, c'est pas facile, parce qu'il faut que je cours devant, que je cours derrière pour les filmer, et que je les rattrape aussi parce qu'elles vont très très vite avec la joëlette. Oui, moi, je fais des vidéos donc pour Insta pour l'instant. Et ensuite, on va réaliser un film qu'on va essayer de présenter en festival, donc sur toute l'aventure, voilà. Et donc moi, pour l'instant, j'habite à Paris, donc ouais, je suis pas à côté des montagnes. Mais on se connaît, je connais Anna parce on vient du sud toutes les deux, vers le Mont Ventoux. D'accord. Anna, on te passe la parole du coup. Toi, ton rapport au sport et plus largement, qu'est-ce que tu fais
dans le projet Valem. Est-ce que j'ai compris que tu étais plutôt à l'initiative du projet? Alors, donc moi, je fais pas mal de sport. J'aime bien faire plein de choses qui tournent autour de la montagne, donc un peu d'alpinisme, du ski de rando, du trail. Voilà, donc je suis au maximum que je peux à l'extérieur. Et j'aime la variété en fait dans tous ces sports et dans toutes ces manières d'explorer la montagne. Voilà, et puis je dirais qu'on est en tout cas deux à l'initiative du projet au départ, avec Marie qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais avec qui on fait des projets chaque année justement, alors surtout à deux jusqu'à présent. Et là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas créer un projet un peu différent des autres fois et puis de créer quelque chose là autour. Quand tu dis vous faites des projets sportifs, Oui, des défis sportifs, et là, il y a une dimension supplémentaire peut-être que vous avez amenée. là, il y a vraiment l'idée euh, de partager quelque chose autour de l'inclusivité. Avec Valentine donc, qui a ce handicap et de partager à plusieurs autour donc au niveau humain, au niveau des liens qu'on peut créer entre nous. On a une équipe qui fonctionne bien, on prend beaucoup de plaisir à partager ces moments d'entraînement, ces week-ends. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté du groupe, qu'on ne retrouve pas forcément à deux, hein, mais du groupe qui est porteur aussi. Et puis, donc, on a aussi plein d'autres idées, on s'apporte plein de choses les unes les autres. Et puis, pour être autour de Valentine, il faut de toute façon être un certain nombre pour l'accompagner au quotidien et puis dans le cadre de de la Joëlette en tout cas. Ton rapport au sport, c'est quoi? Tu étais déjà de la montagne, pas du tout dans cet univers. Tu baignais dans l'outdoor ou pas du tout? Alors, moi, non, ça fait 2 ans que je suis dans la région. Avant, j'étais du côté de Nantes, puis en Normandie encore avant. Alors, j'ai toujours fait un peu de randonnée, mais là, maintenant, depuis 2 ans, je suis un peu plus dans la montagne, donc je pratique les sports de montagne. Ça fait aussi partie de mon métier, je suis kiné du sport. Donc, c'est un peu via ce métier, mais aussi via le CAF que j'ai rencontré Anna en arrivant dans la région. Je m'étais inscrite pour l'escalade surtout. Et donc, en fait, Anna m'a parlé un peu de ce projet Valem qui m'a beaucoup plu. Étant kiné, j'avais déjà eu affaire aussi au milieu du handicap. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'était étranger. Donc voilà, je me suis dit, bah, allez, allons-y. Au début, c'était juste pour un week-end en tant que remplaçante. Et puis finalement j'ai adoré et je suis là pour la suite, quoi. Bien. On est dans la première montée. Premier gros défi, premier gros col. C'est quoi les premières impressions que vous avez en lançant ce projet, les premiers défis qui se présentent à vous? Comment ça se construit? Et quand est-ce que ça a démarré? C'est pas 2024, c'est 2023, c'est plutôt? Comment ça a germé tout ça? Alors, l'idée a germé en tout cas en août 2023. Et puis à partir de ce moment-là, on a déjà demandé aux parents de Valentine si c'était quelque chose qui pouvait leur sembler cohérent et puis c'est aussi quelque part nous faire confiance, c'est nous donner la responsabilité de Valentine pendant ces 4 jours dans un univers qui est la montagne. Donc il y a d'abord eu ces échanges-là avec les parents qui ont plutôt été preneurs et contents de la proposition. Et puis ensuite, il y a eu tout le côté logistique. Comment est-ce qu'on va pouvoir mener à bien ce projet? Ce qui nous semblait essentiel, c'était de nous retrouver plusieurs fois, de ne pas lancer ce projet en idée et puis de le réaliser tout d'un coup. D'une part parce que Valentine, c'est une petite fille qui a des particularités, donc il faut aussi la connaître, apprendre à la connaître. Déjà pour le reste de l'équipe, ça semblait vraiment essentiel de prendre le temps de la rencontrer, de comprendre ses fonctionnements pour être en lien avec elle et s'en occuper. La deuxième chose, c'est aussi s'entraîner avec la Joëlette parce qu'on ne peut pas l'improviser. On n'avait jamais manipulé de Joëlette, donc il a fallu s'habituer à l'engin. Aussi habituer Valentine, voir si c'était. On imaginait que c'était quelque chose qui allait lui plaire parce que son papa court un petit peu avec elle dans une poussette adaptée, donc elle prend du plaisir à ça. Qu'elle est déjà habituée à évoluer sur des terrains peut-être un peu accidentés
Plutôt des routes. Plutôt des routes. C'était plutôt sur du bitume. Ok. Ouais. Donc, mais en tout cas, à être baladée, à aller vite, Et ça, elle c'est prend quelque du chose. Elle plaisir prend dans du cette plaisir à ça. pratique-là. D'accord. Ouais. Très important parce que c'est le cœur de l'équipe. Oui. C'est bien d'avoir aussi son ressenti, son point de vue, et puis de savoir d'où elle vient également en termes euh, vis-à-vis de l'outdoor et vis-à-vis de ses sensations. Peut-être que dans d'autres associations, il y a des personnes qui sont au cœur du projet et qui découvrent totalement. Et là, pour le coup, elle était déjà initiée à la course Mhm. avec son papa. D'accord. Oui. Et elle aime aussi beaucoup être à l'extérieur, beaucoup être dehors. Donc voilà, on s'est dit, ces deux choses-là, la joëlette devrait lui plaire, mais il a quand même fallu qu'on expérimente pour être sûr de ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a réalisé du coup 4 week-ends d'entraînement pour travailler voilà, ces différentes thématiques. Et donc, bon, la conclusion, c'est qu'elle prend vraiment du plaisir à être dans la joëlette. Comme elle a beaucoup de changements d'humeur, il y a aussi des moments où elle nous montre que voilà, ça va plus, qu'elle a besoin d'autre chose. Donc, dans ces cas-là, on la fait descendre, on la fait marcher un petit peu. Mais voilà, on a appris à sentir un peu toutes ces choses pour comment elle nous exprime ses besoins, ce qui n'est pas évident à ressentir. Vous diriez que la communication, c'est quelque chose d'essentiel? Oui, essentiel, je trouve, dans l'équipe, en Ouais. tout cas. Entre nous, ben déjà pour parler comme on en a parlé tout à l'heure, hein, de décrire le chemin Ouais. au niveau de la joëlette et puis d'anticiper. Hein. Il y a quelqu'un qui peut aussi aller en repérage un peu plus en amont. Bon, ben bientôt on va avoir telle difficulté, bientôt voilà pour anticiper aussi. Donc au niveau de la gestion autour de la joëlette, la communication est essentielle, mais aussi la communication avec Valentine, même si c'est pas du tout la même que la nôtre, c'est de ressentir comment elle va, comment elle se sent. Est-ce qu'on continue un peu ou est-ce qu'on fait une pause maintenant? Est-ce qu'après, ça va être facile de faire une pause ou pas? Voilà, d'anticiper aussi tous ces éléments-là. Euh, C'est génial parce qu'on retrouve beaucoup de similitudes avec l'univers du trail running quand on part à plusieurs sur une aventure alors, je prends des grandes aventures comme la PTL, par exemple, qui se font en binôme ou à plus, à deux, à trois, ou d'autres aventures d'ultra ou tout simplement de trail. Et on retrouve ces mêmes marqueurs dans votre projet et je trouve que la communication, c'est quand même vraiment un point. Alors peut-être que vous ne l'aviez pas anticipé, ce point-là. On s'imagine, je pense, au début qu'il va y avoir une difficulté avec la joëlette, avec le terrain, le fait de pousser, le fait de tirer, mais la communication, peut-être qu'on n'y pense même pas. Alors en effet, on a beaucoup anticipé cette communication sur le fonctionnement en soi de la joëlette. Euh, et c'est pour ça que ces week-ends d'entraînement, ils ont été super importants parce qu'en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas cette communication-là la plus difficile. Celle-là, elle s'est fait très naturellement et très facilement, je trouve. Enfin, en tout cas, on sait très vite se dire quand à un moment on pousse trop, on tire trop. La communication avec Valentine, elle est appréhendée parce que quand on la connaît pas, en effet, il faut réussir à comprendre comment elle fonctionne. Parce qu'elle, justement, elle va beaucoup exprimer des émotions qui vont être très fortes, qui vont prendre beaucoup de place, mais elle ne communique pas pourquoi elle a ces émotions-là à ce moment-là. Donc c'est là où ça peut être compliqué, où c'est intéressant du coup d'avoir Anna qui la connaît bien. Et maintenant, on commence à aussi chacune à la connaître un peu mieux pour comprendre aussi ce qui se passe, quoi. Mais là où on essaye d'anticiper, et ça c'est beaucoup, enfin, on en a plus parlé au dernier week-end d'entraînement parce qu'on a fait sur 2 jours, c'est aussi de bien réussir à communiquer entre nous sur notre fatigue. Parce qu'il y a la fatigue physique, mais il y a aussi cette fatigue mentale de toujours être vigilant et toujours être vigilant à Valentine. Et du coup, parfois avoir cette fatigue-là de waouh, là j'ai envie d'être un peu tranquille, de savoir se le dire aussi, parce que ça va être quand même 4 jours d'aventure. Ok, on parle d'un format 4 jours. Donc, on vient de passer le premier col, c'est bien, il en reste d'autres derrière. Euh, pourquoi partir sur 4 jours? Euh, J'imagine que c'est déjà compliqué. L'entraînement est déjà compliqué, d'une part. Partir sur une journée, le temps d'un trail ou le temps d'un événement qui est encadré, c'est pas simple. Pourquoi ce format de 4 jours? Peut-être que la différence aussi avec le trail, c'est qu'il y a l'objectif d'une course, d'un temps. Nous, on n'a pas de temps.
en fait, à respecter. Notre objectif, c'est pas de courir. Notre objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir tout au long de la journée et de pouvoir, dès que Valentine a besoin de faire une pause, a besoin de marcher, de se dégourdir, d'avoir le temps de s'arrêter. D'accord. Donc, il y a en ça aussi que voilà, il y a cette différence-là qui nous permet vraiment de prendre toute la journée, de partir tôt le matin et d'arriver à l'heure à laquelle on arrive. On n'a pas d'impératif d'horaire. Ce qui fait que physiquement, pour nous, on va avoir des pauses tout au long de la journée. On ne va pas être dans quelque chose d'intense tout le temps. Ce qui va nous permettre de faire quelque chose sur plusieurs jours. Il y avait aussi ce côté de se dire, bon, voilà, on part à l'aventure plusieurs jours. L'aventure de dormir en refuge, ça va être aussi quelque chose d'assez fort et nouveau pour Valentine. C'est une expérience plus qu'un défi sportif. Oui, exactement. Donc là, vous allez passer 3 nuits ou 4, 3 ou 4 3 nuits? nuits. 3 nuits Ouais. en refuge. C'est déjà un contexte que Valentine connaît. Alors, il me semble qu'on a toutes déjà dormi en refuge. Et justement, le dernier week-end d'entraînement, on a expérimenté ça. Donc là, on était dans un refuge pas très loin de chez les parents de Valentine, avec un accès voiture pas trop compliqué aussi, si jamais justement il y avait un souci. Donc on a pu expérimenter ça dans un refuge où il y avait aussi d'autres personnes que nous du projet. Donc on voulait pouvoir voir aussi à quel point Valentine pouvait gêner les autres. Parce que mine de rien, elle est toujours en train de chanter, de faire un peu des sons, de la musique, tout ça, de rigoler ou même parfois de pleurer. Donc ça peut gêner les autres aussi, mine de rien. Donc c'est le dernier week-end a servi à ça aussi, à surtout tester cette nuit en refuge pour Valentine. Il y a plein d'aspects dans votre projet, hein, finalement. Il y a pas que le défi sportif. Ça va bien au-delà de ça. C'est une vraie dimension d'inclusion et comment, alors tu dis gêner les personnes, mais finalement, est-ce que les personnes sont habituées à ces situations de vie-là en refuge? Et tiens, je serais curieux de savoir quelle était la réaction des personnes. Là, on a eu de la chance de tomber. Donc, on était déjà sur un petit dortoir et il y avait 2 personnes qui étaient là ce soir-là. 2 personnes qui rentraient d'un grand trek ils avaient fait 30 km dans la journée et ça faisait plusieurs jours qu'ils marchaient. Donc, ils étaient tellement fatigués que, a priori, ils n'ont rien entendu du tout. Donc, nous, on leur a demandé s'ils avaient des boules qui est. Ils nous ont dit qu'ils n'en avaient pas. Donc, on était un peu inquiètes de ce point de vue-là. Et donc, Valentine a mis beaucoup de temps à s'endormir. Elle a fait beaucoup de bruit très tard. Donc, nous, on était à la fois, ça nous faisait rire parce qu'elle rigolait. Donc, on avait envie de rire de cette situation. Et à la fois, on était gênés pour ces personnes qui avaient probablement envie de dormir tôt. Et on se demandait si elles arrivaient à dormir. Et le lendemain de matin, elles nous ont dit qu'il n'y avait eu aucun souci, qu'il y avait, enfin voilà, donc des personnes très compréhensives, mais on peut imaginer aussi qu'on peut se retrouver face à des personnes qui le seront peut-être un peu moins. Après, il y a ce trait marqueur, c'est la capacité de devoir s'adapter en fonction des situations données et que vous allez peut-être découvrir aussi, comme tu évoquais, au fil de l'aventure sur un refuge. Là, on est un petit peu sur l'étape, sur le ravito, sur la base de vie du parcours. Donc, il y en a 3. À quelle altitude ça se situe? J'allais dire, à quelle altitude moyenne vous évoluez? Parce que on parle de refuge, donc pour moi, c'est déjà si on est en alpage ou en montagne, je ne sais pas à quelle altitude vous évoluez et quel est le parcours que vous avez prévu. On évolue environ autour des 2000 de dénivelé. Le maximum, ça sera 2007. Et le point le plus bas, 1006, 1007 par là. Ouais, on est déjà haut en termes d'impact sur le souffle. C'est déjà costaud. En tant que trailer, je sais de quoi il s'agit, mais quand on pousse une joëlette avec une personne dans la joëlette, j'imagine que doit avoir un peu le souffle court parfois. Eh ben, on va expérimenter, on va voir, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on a fait des choses plutôt. Alors, on a été dans le Mont Ventoux, on a été dans le Pic Saint-Loup, voilà, mais des sommets qui sont relativement bas en altitude. Après, le fait qu'on n'ait pas d'impératif, justement, de temps à respecter et de course, voilà, ça nous laissera le temps de reprendre notre souffle si l'on a besoin. C'est plutôt Valentine qui va nous presser parce qu'elle a des difficultés à attendre. Donc, dès qu'on fait une petite pause, elle commence à râler, à se secouer sur la joëlette.
Donc, c'est plutôt elle qui en pâtit, entre guillemets, quand on prend notre souffle. Mais en soi, on aura le temps, malgré tout, voilà, de pouvoir se poser par moment. Bon, on était dans la grosse montée. Maintenant, on arrive dans la descente et dans une partie plus roulante. À quel moment est-ce que vous trouvez un espèce de rythme de croisière? À quel moment vous êtes, j'allais dire, dans une façon de dérouler et puis d'avancer sans trop vous arrêter, en profitant à la fois du voyage et puis en ayant une bonne performance de course? Ben, en fait, finalement, un peu comme en trail, c'est vraiment sur ces parties un peu plus roulantes où bah, on peut avancer plus facilement. Il n'y a pas trop, alors quand il n'y a pas trop d'obstacles, pas trop de cailloux, pas trop de racines, tout ça, là, bon, on peut marcher, parler en même temps tranquillement. C'est beaucoup plus, ce qu'on dit, chill. Ça fait partie de nos codes pendant qu'on fait la joëlette. Euh, mais en fait, alors c'est plus reposant pour nous, mais Valentine n'aime pas trop. Elle s'ennuie un petit peu quand ça bouge pas beaucoup. Donc parfois, les racines, ça permet à Valentine de s'amuser un peu. Mais, euh, mais ouais, je dirais que c'est un peu comme en trail finalement. C'est ces moments-là où c'est un peu plus roulant. Et du coup, c'est aussi parfois le moment où celle qui marche à côté, on va dire, et attendez, regardez un peu le paysage autour, regardez comme c'est beau. Mhm. Comment est-ce qu'on filme tout ça? Comment est-ce qu'on filme cette aventure? Et pour toi, c'est quoi l'idée de mettre en scène et comment tu arrives à mettre en scène ça ou comment tu l'as visualisé par rapport au film que vous aimeriez produire? Ouais, bah déjà concrètement, j'ai un stabilisateur sur lequel j'ai un petit boîtier caméra. Et donc je cours, j'essaye de les suivre autour de la joëlette, parfois devant, parfois derrière. Donc j'essaie de les rattraper et ensuite aller plus loin devant pour avoir des belles images du paysage aussi. Et après, donc l'idée c'est de faire un film qui raconte en même temps l'exploit sportif féminin de l'aventure, mais surtout en mettant Valentine au cœur du projet, enfin du film, quoi. Et de raconter un peu toute l'aventure, surtout émotionnelle, que vont vivre les filles, euh, ce que, comment Valentine réagit face à l'équipe et face à la montagne aussi. Alors, il y a peut-être une question qu'on se pose souvent entre elles et dans d'autres sports, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Tu viens de mettre le doigt sur un élément qui me semble essentiel, enfin, dont il me semble essentiel qu'on parle, c'est le fait de vivre cette aventure entre filles. Mm. Naturellement, quand il y a une joëlette, on se dit, eh ben, il faut de la force brute, faut des muscles. Euh, et là, bah, moi, j'ai été surpris et ça m'a interpellé de voir des filles qui se disent, ah bah, nous, on va pousser, on va tirer cette joëlette et on va y aller. Euh, Il y avait une volonté de base d'être entre filles, de monter un projet entre filles, ou c'est venu comme ça? Alors, pour le coup, je suis pas à l'origine du projet, donc ça, je laisserai Anna répondre. Mais en fait, au final, la joëlette, quand on l'utilise correctement et qu'on communique assez, il n'y a pas un énorme effort physique, justement. C'est assez réparti. En fait, on porte pas. C'est vraiment, on tire et on pousse. Donc, effectivement, quand ça monte, etc., il faut pousser ou tirer un peu plus fort, surtout quand le frein se bloque. Mais, mais c'est pas quelque chose physiquement qui va demander effectivement des gros muscles. La preuve, on n'est pas des muscleurs, mais on y arrive quand même. Bon, après, on est forte, c'est comme ça, mais. Et après, bah, pourquoi des filles? Je te laisse répondre. Mhm. Alors, je pense que c'était pas forcément quelque chose d'impératif au début du projet. Vraiment, le début du projet, c'était amener Valentine en montagne. Euh, le côté féminin, je pense qu'il s'est créé petit à petit dans l'idée que déjà, on était donc deux filles, et puis ensuite, on a proposé donc à Lisa de se joindre. Et puis, en fait, c'est plutôt à partir de ça qu'on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas faire quelque chose de féminin? Justement, ben, comme tu l'exprimais tout à l'heure, c'est souvent associé à il faut de la force, puis il faut être nombreux. En fait, souvent, ce qu'on nous dit, mais vous n'êtes pas vous êtes pas nombreuses en plus. Parce que c'est vrai que quand ils font des trails avec les joëlettes, ils sont parfois 8 autour de la joëlette à tourner.
Voilà, c'est vrai que la différence, elle est, je pense clairement là, c'est que nous, notre but, c'est pas de faire une course, c'est pas de faire une performance sportive, mais plutôt de tenir sur la durée, en tout cas, sur ces 4 jours et de permettre à Valentine de vivre cette aventure. Donc ça permet qu'on puisse être moins nombreuses. Et puis voilà, je pense qu'on avait aussi cette envie d'essayer de créer quelque chose de féminin autour du sport, parce que malgré tout, en montagne, et plus on va en haute montagne, plus moins il y a de femmes, on va dire, ou en tout cas pas toujours seules. Voilà, donc aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas aussi le faire et seules. D'accord. On arrive au ravito, au refuge ou une petite pause que vous prenez. Comment vous gérez ces moments-là? Qu'est-ce qui fait plaisir à Valentine? Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous vous alimentez? Voilà, ces petits éléments qui finalement sont un peu le carburant et puis des temps un peu différents que vous allez vivre. Comment ça se passe? Valentine, elle a des intérêts assez restreints dans ses jeux, Donc, en fait, elle aime beaucoup le ballon. Donc, elle adore dribbler et jouer à lancer le ballon. Elle peut faire ça pendant très longtemps. Donc souvent, quand elle s'arrête, elle va chercher à trouver un des ballons qu'on a dans nos sacs, toujours en réserve, parce qu'on sait que c'est ça qu'elle aime. Et donc, pour nous, c'est de la patience et d'accepter la répétition. Parce qu'elle est vraiment beaucoup dans la répétition. Donc, ça va être tourner entre nous pour se prendre des petits moments de répit, de se poser, de manger, de boire, pendant qu'une ou deux va jouer avec Valentine, parce qu'elle aime pas non plus jouer seule. Donc, elle va venir nous chercher. Donc, voilà, il faut toujours au moins quelqu'un avec elle pour l'occuper, entre guillemets. Sinon, elle a plus de mal à s'occuper. D'accord, elle sollicite beaucoup de Oui, l'attention oui. et du coup de l'énergie aussi. Mm. D'accord. Donc le fait de pouvoir être à plusieurs, ça permet Ouais, de c'est se décharger. essentiel. Ok, on repart du ravito. Allez, c'est le moment où on vient de manger, mais il y a une grosse difficulté sur le parcours. Pour vous, c'est quoi les choses les plus difficiles dans ce projet? Je pense que une des choses les plus difficiles, ça va être la fatigue sur les 4 jours. Mais donc il y a la fatigue physique, mais la plus grosse fatigue, je pense, ça va être mentale et de sommeil, en fait. Parce que je pense qu'on va faire des petites nuits. Parce qu'on sera dans un contexte refuge, on ne sait pas à quelle heure elle va s'endormir, elle peut se réveiller très tôt, donc il va falloir se relayer là autour. Faudra qu'on soit vigilante. On va pas pouvoir toutes mettre nos boules qui est et puis se dire on fait une bonne nuit. Donc, il faudra aussi qu'on tourne là autour. Et puis, Valentine, quand on est au contact de Valentine, on a tendance à oublier un peu nos besoins. Oublier de boire, oublier de manger, oublier d'aller aux toilettes, parce qu'en fait, elle nous prend tellement d'attention parce que, notamment par ses changements d'humeur, où tout d'un coup, elle peut avoir besoin elle peut pleurer, elle peut crier, donc il faut qu'on change à ce moment-là, qu'on soit à la descente de la journée, qu'on la refasse monter ou qu'on lui propose autre chose, qu'on lui donne à manger. Donc il faut en permanence essayer de s'ajuster à elle, trouver ce qui va lui correspondre à ce moment-là. Et du coup, communiquer entre nous, nous ajuster, trouver notre équilibre. Donc je pense que c'est ça qui finalement va être le plus difficile sur les 4 jours dans l'aventure. Par rapport aux difficultés qu'on pouvait avoir, effectivement, cette fatigue mentale, elle prend pas mal de place. Déjà pour nous, parce que même pendant nos moments de pause, en fait, il faut toujours qu'on s'occupe de Valentine. C'est pour ça que là, on se relaie, que ce soit pour lui donner à manger ou même pour dormir un peu, tout ça. Et en fait, il y a aussi la fatigue de Valentine qui va rentrer en compte. Valentine, il faut savoir qu'elle a aussi des traitements par rapport à ses émotions, etc., qui peuvent parfois être très fortes et du coup, pas toujours des émotions pas toujours très stables. Donc, elle, avec la fatigue aussi, ça va être augmenter tout ça et amplifier. Donc, ce sera pas non plus facile pour nous à gérer sur les 4 jours non plus, quoi. On est au cœur de la course, on est au cœur de votre aventure. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de focus sur Valentine? Euh, Parce on en a parlé tout à l'heure, elle est dans une période ado. Mais comment se passe cette période pour elle, physiquement, mentalement? Euh,
Comment se passe le projet pour elle? Parce que entre le démarrage où peut-être elle a été emballée, maintenant qu'il y a ces difficultés, qu'on est dans le dur au niveau des entraînements, comment ça se passe pour elle? Comment elle appréhende tout ça? Alors, pour parler un petit peu plus de son handicap, donc Valentine, elle a un polyhandicap, c'est-à-dire que c'est à la fois un handicap qui est moteur, mais aussi cognitif, affectif. Donc, elle marche un petit peu, mais elle va marcher sur du plat, des surfaces lisses la plupart du temps, et puis pas longtemps. Donc, c'est pour ça que la joëlette prend quand même toute son importance. Par contre, elle peut par moment en descendre pour se dégourdir un petit peu les jambes. Et donc là, on l'aide par moment à marcher sur des petits bouts de chemin ou alors avec son ballon, elle se balade un petit peu. Voilà. Ensuite, elle parle pas. Voilà, il y a tout ce côté de la communication qui doit passer par d'autres canaux et qui est ce qu'on doit appréhender. Euh, Ses parents sont très présents aujourd'hui au quotidien. Est-ce que pendant l'aventure, ils seront là? alors, ils seront pas là pendant l'aventure. Il y a un élément qui change, Mhm. effectivement, ouais. Alors jusqu'à présent, dans les entraînements, ils étaient pas forcément là. Par petits moments, Marjorie, donc sa maman, est venue pour voir aussi que voilà, qu'est-ce que c'est que cette Joëlette et puis comment ça fonctionne. Tu ris un peu. Ou s'inquiéter, je sais pas. Et Christophe aussi, son papa est venu une fois, on lui a montré aussi sur une petite balade. Il nous a montré aussi tout ce qui était plutôt le côté mécanique après de changement du pneu si jamais il crève, etc. Donc ils sont très présents pour nous quand même nous aider dans cette aventure, malgré le fait que voilà, ils seront pas présents pendant le périple. Est-ce que cet aspect-là, cette dimension, pour Valentine, c'est gênant ou pas spécialement? Peut-être enfin, je sais pas, quand on est ado, qu'on se fait une sortie entre filles, on n'est plus avec papa et maman au quotidien, ça peut être sympa aussi. Ou alors ça peut être inquiétant. Comment elle l'appréhende, ça? Alors au niveau cognitif, je pense elle est pas dans ces réflexions-là ou dans cette capacité de se dire, ben voilà, je serai sans mes parents, ça va être chouette. Voilà, elle est pas du tout dans cet univers-là, en tout cas. Elle sera, je pense, pas inquiétée de l'absence de ses parents. Elle a l'habitude d'être dans un centre aussi avec d'autres personnes. D'accord. Puis maintenant, elle commence à nous connaître quand même au fil des entraînements. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit impactant. On va faire un petit focus sur la finalité de cette histoire ou le prolongement de cette histoire qui va être aussi ce film. Lisa, j'aimerais que tu nous dises quelle ambition vous avez derrière euh, par rapport à ce film. On évoquait le fait de pouvoir le présenter sur des festivals ou sur d'autres événements, alors peut-être à d'autres publics que des amoureux du sport. Comment tu vois les choses? Et est-ce que tu as des grosses ambitions par rapport à ça, des grosses attentes? Ouais, j'ai pas des grosses ambitions pour le moment, mais on se disait, oui, que plus large, enfin, au-delà de montrer ça dans des festivals, peut-être dans des écoles, dans des milieux qui, pour toucher plus les gens par rapport au handicap. Euh, ouais, des écoles, je sais pas trop faut qu'on y réfléchisse encore, mais ça peut être intéressant. On peut déborder sur de la pédagogie euh, ou de la sensibilisation, en tout cas potentiellement. Tu évoques les écoles, mais il y a peut-être des professionnels qui travaillent sur ces sujets-là, qui pourraient être intéressés d'avoir aussi des réactions et pour mieux comprendre comment ça se passe, notamment quand on est au cœur et qu'on est porté par une équipe comme ça, c'est peut-être aussi intéressant de se questionner sur comment ça se déroule. Il y a dans les courses des moments durs. Alors là, il se met à pleuvoir. On est en extérieur. On croise un peu les doigts pour pouvoir continuer comme ça et sans couper. Mais cette dimension de la météo, euh, comment ça se passe techniquement? Parce que il faut pouvoir s'abriter, il faut pouvoir sortir un poncho, il faut pouvoir s'équiper, s'habiller, il peut y avoir de la bouffe, il peut y avoir plein d'éléments en montagne. Cette dimension-là, comment vous l'appréhendez?
Alors en fait, on s'est dit qu'on allait réserver, en tout cas pour deux créneaux dans chaque refuge, pour justement anticiper un peu plus la question de la météo et se dire, bon, si on a 2 jours de pluie sur nos 4 jours, est-ce qu'on peut décaler à 2 jours? En ayant eu les refuges au téléphone, ils ont été très sensibles au projet et ont accepté qu'on réserve pour 2 jours et puis qu'on décide voilà, un petit peu à la dernière minute en fonction de la météo. Maintenant, voilà, s'il venait à pleuvoir, ben, on a l'équipement pour protéger Valentine avant tout, parce que voilà, si elle est mouillée, elle risque d'avoir plus froid que nous, puisque nous, on est en mouvement. On a des couvertures de survie réutilisables, des vêtements de pluie, pour qu'elle soit au maximum protégée si jamais il venait à avoir quelques averses pendant le parcours. Après, la question des orages, elle va aussi peut-être se poser, puisqu'on sera aussi dans une période. Alors maintenant, le temps change, donc on ne peut pas forcément associer à la période d'août aux orages, mais en tout cas, de pouvoir anticiper ça avec la météo. Donc ça ne capte pas du tout dans l'endroit où on veut aller, donc ça va être se renseigner auprès des refuges sur la météo et de réajuster ensuite nos horaires peut-être de départ ou d'arrivée en fonction de ces paramètres-là. Mais voilà, ça sera de l'adaptation sur le moment. Ça fait partie de l'aventure. Voilà. Ok. Ça pose une question par rapport au profil de votre aventure. On parle de combien de kilomètres? On parle de quel dénivelé? Comment vous avez tracé cet itinéraire? Et puis, au-delà de ces datas, qu'est-ce qu'il faut comme logistique derrière? Parce que c'est pas tout simple dans les refuges. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous rejoignent pour vous donner de l'assistance ou pas spécialement, ou comment ça se passe? Alors pour l'itinéraire, donc plusieurs repérages ont été faits pour justement analyser un peu le terrain et se dire quel secteur serait le plus approprié. Donc on a fait le tour notamment de la Vanoise, du Mont-Tabor et puis du lac de Roseland dans le Beaufortin. Et c'est finalement ce trajet qu'on a décidé de conserver. Et donc là, on va être sur des distances d'environ entre 10 et 20 km par jour, sachant qu'on a un jour où il y a 20 km, c'est le dernier, et c'est principalement de la descente et du plat. Ok. Et puis sinon, on serait autour d'une dizaine de kilomètres avec maximum 900 de dénivelé sur la journée. Ok. Et alors, on est en train de se prendre une mini-averse. Est-ce qu'en termes de logistique, on va voir si on a le temps de finir sur cette question. Et en termes de logistique, qu'est-ce que ça représente? Alors, en termes de logistique, l'idée, c'est de faire tout en autonomie. Donc, on aura nos sacs à dos avec tout pour partir 4 jours. Donc, sachant que dans les refuges, on a à manger pour le soir et puis pour les midis. Et les pique-niques ne correspondent pas toujours à Valentine, donc il va falloir qu'on prenne aussi pour elle, pour les goûters notamment, et les petits déjeuners. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de partir en autonomie sur ces 4 jours. Et donc, on ne va pas avoir d'aide au refuge. Voilà. Donc, tout sera en autonomie sur les 4 jours. Je vous propose qu'on sorte les ponchos et qu'on fasse une petite pause. Tu veux prendre un parapluie, non? Ou un truc, Lisa, je crois que on se prend la pluie. on est en train de se prendre la pluie. On va peut-être te laisser là-dessus si Oui. tu veux. Ça marche. Merci pour l'échange, et puis Merci à on verra toi. l'interview à 3. Oui. Allez, Merci, salut. salut. On est bien de ce côté-là de la fenêtre, on vous ment pas, hein, il y a vraiment une belle averse. On continue l'interview, on était en train d'échanger sur la logistique que ça implique un tel projet, notamment sur les 4 journées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Dans la logistique aussi, en plus, mine de rien, c'est que dans nos sacs à dos, on a toutes nos affaires pour la randonnée, pour se changer sur les 4 jours, comme on peut prendre en trek. Bon, là, on dort en refuge, donc on a juste nos draps de sac à prendre. Voilà, il y a des choses qu'on prend pas, mais du coup, il y a aussi toutes les affaires de Valentine qu'on se répartit. Donc, toutes ces affaires, elles, pour se changer, des affaires plutôt chaudes ou plutôt froides selon la température. Et aussi, tout ce qui touche un peu plus à son intimité, donc avec des changes, des couches, des choses comme ça pour les nuits ou même pour la journée.
Donc voilà. Et par rapport à la nourriture, donc le soir on mange en refuge et on récupère auprès des refuges des pique-niques pour le midi. Ah oui, d'accord. Ouais, donc voilà, et c'est là où c'est pas toujours adapté, ce que disait Anna tout à l'heure par rapport à Valentine, où du coup il faut aussi qu'on prévoie nous des repas pour Valentine pour qu'elle puisse manger des trucs qu'elle mange quoi, et mais aussi pour nous tout ce qui est barre de céréales, pommes-potes, voilà ou des fruits pour la journée plus pendant l'effort quoi. Donc on est passé sur cette très rapidement finalement sur l'alimentation de course, enfin de course ou d'aventure, sur l'hydratation aussi parce qu'il faut porter, j'imagine, quelques litres d'eau. Techniquement, vous avez chacune vos sacs, et puis où est-ce que vous rangez l'équipement de Valentine? Alors on a donc chacune des sacs de 35 litres où on met donc nos vêtements, nos affaires personnelles, nos barres et puis notre eau. Alors on aura quand même de l'eau sur le parcours, donc on pourra aussi prendre de l'eau au fur et à mesure. Mais on va quand même, je pense, avoir autour de 1,5 litre, 2 litres par personne d'eau quand même pour la journée. Et donc se rajoutent à ça les affaires de Valentine. On a sur la Joëlette des petites sacoches qui nous permettent de ranger un petit peu de matériel, notamment le matériel, si jamais la roue crève ou de secours. Ouais, j'ai pas pensé, mais effectivement, il faut savoir bricoler. Des petits éléments de bricolage, notamment le frein qui nous a posé problème à la dernière sortie. Voilà. Donc voilà, il y a un peu des petites choses quand même qu'il faut avoir en trousse de secours. Plus quelques petites affaires de Valentine qu'on peut mettre dans les sacoches, mais on doit aussi mettre des choses dans le sac. Donc c'est vrai qu'on s'est entraîné la dernière fois avec les sacs pour 4 jours. Et on a quand même constaté une différence avec les autres entraînements où on avait des petits sacs de trail, où voilà, ça change quand même un petit peu la donne. J'imagine. Et puis ça doit vous ralentir quand même beaucoup. Après, l'avantage de ralentir, c'est que le rythme cardiaque va s'abaisser, donc on peut être sur la durée. Et c'est plutôt l'idée avec cette aventure. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la logistique qu'on n'aurait pas balayé? Alors en termes de logistique, on a aussi pensé aux poubelles parce qu'en fait, normalement les refuges ne récupèrent pas les poubelles et il se trouve que Valentine n'est pas propre, elle a des couches, ce qui peut peser bien sûr lourd. Donc on a demandé aux refuges s'ils étaient prêts à éventuellement prendre exceptionnellement nos poubelles. Donc il y a 2 refuges qui ont été d'accord, un autre pas. Donc on devra une journée en tout cas se porter nos poubelles. Il y a aussi la question de l'électricité pour tout ce qui va être des recharges, des téléphones, voilà, et puis pour tout ce qui est de les caméras pour le film. De savoir s'il y a des douches ou pas, parce que pour laver Valentine après l'échange, c'est quand même plus confortable. Donc là c'est pareil, il y a certains refuges qui auront, d'autres moins, donc on va devoir aussi s'adapter avec ces éléments-là. C'est toi qui le fais ? Pour l'échange, ouais. Alors on est plusieurs maintenant à s'être entraînés, on va dire, pendant ce séjour à pouvoir s'occuper de Valentine, autant au niveau du change que les repas, que les médicaments et autres. Donc maintenant je pense qu'on est en tout cas 2 voire 3 à pouvoir le faire, donc ce qui est aussi confortable pour si jamais on manque d'énergie, on a besoin de passer le relais. Puis il faut souvent en tout cas être 2, parce que c'est pas un moment agréable pour elle, donc elle peut être aussi agressive dans ces moments-là. Donc voilà. Okay. Et puis il y a aussi, je dirais, le dernier point par rapport à la logistique, une radio secours satellite, parce que comme ça ne capte pas du tout à aucun endroit, il faut qu'on puisse joindre les secours au cas où. Sachant qu'on croise quand même à 2 reprises des endroits carrossables, donc qui permettent, si jamais il y a un problème, d'avoir quand même rapidement accès à du secours. J'imagine que cet aspect-là, ça a été aussi important, de se dire à quelle distance je me situe du refuge, d'un point carrossable, de la civilisation, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose que tu as anticipé dans le parcours ? Oui, de pouvoir... c'est le cas, en tout cas, à 2 reprises dans le parcours, le premier jour et le deuxième jour.
Le 3e jour, on ira un petit peu plus haut en altitude et la boucle sera un peu plus longue. C'est un refuge, on ne peut pas y accéder par voie carrossable, mais ça a été en tout cas dans la réflexion, bien sûr, de l'itinéraire. Comment est-ce que vous êtes connu? Comment est-ce on trouve Valem? Comment est-ce que vous communiquez? Et demain, l'association, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y aura d'autres projets qui seront portés par l'asso? Alors aujourd'hui, comment on est connu? Déjà, c'est via les réseaux sociaux. Et on a une page Instagram qui s'appelle Valem la montagne. Et c'est une page sur laquelle on parle un peu de toutes ces aventures-là. On parle de Valentine, on parle des entraînements, etc. Voilà, on essaie déjà d'être connu, de mettre beaucoup de contenu sur cette page-là. Après, on fait intervenir, c'était avec le CAF, où il y a eu une newsletter où on intervenait, où il y avait un article en tout cas sur nous. On essaye de mettre un peu plus... L'association Ensemble aussi, qui nous a appris à manipuler la joëlette, Okay. Qui est une association qui est aussi dans la région, donc qui va aussi rediffuser notre projet. On a plusieurs partenaires familiaux ou associatifs qui élargissent aussi plus le projet en dehors d'Instagram en tant que tel. Okay. Puis par le biais aussi des 2 autres associations sponsors qui communiquent aussi sur notre projet. Vous avez des partenaires financiers, donc oui. On peut les citer? Oui. Alors, il y a le Club Alpin. Sont sur le t-shirt, je crois. Quelques-uns sont sur le dos. On fera un visu. Il y a le Club Alpin donc de La Roche-sur-Foron. D'accord. Il y a aussi le Club Alpin belge, parce qu'une de l'équipe est au Club Alpin belge. Okay, voilà. S'il y a d'autres clubs alpins qui veulent soutenir l'assaut, c'est possible. Bien sûr. Il y a aussi la salle du Topo, la salle d'escalade qui a nouvellement ouvert à Saint-Gervais, le Fayet. Et puis on a aussi un Lions Club de la Grande Motte, donc plus de la région de Valentine. D'accord. Une association qui s'appelle Sort Optimiste. On a aussi... Alors après, on a aussi des partenaires comme Sport 2000 qui vont nous donner des produits à plus faible prix, on va dire. Ouais, ou d'une valeur différente, en tout cas. Voilà, qui nous permettent d'acheter plus de matériel sur l'équipement pour D'accord. Valentine, parce que le budget est aussi principalement tourné là autour. On a l'Épivite aussi, qui est une entreprise de compléments alimentaires. D'accord. Qui nous complémente déjà depuis un petit moment jusqu'au projet. Super. Voilà. Et puis d'autres en cours aussi. Donc on est bien aidé par de nombreuses associations et on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et on a aussi fait un crowdfunding justement pour pallier au manque aussi de... On mettra des liens sur la vidéo, sur le podcast, pour retrouver ce crowdfunding. Vous êtes sur le 4e refuge, vous partez à la journée, et finalement vous arrivez. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous célébrez cette victoire? Alors, il faut savoir qu'on a un beau pied-à-terre dans la région. On a loué un chalet pour une 15aine de personnes. Donc, il y aura du monde qui sera là aussi pendant cette période-là. Donc, comment ça sera célébré, je ne sais pas. Peut-être que ça sera en allant se coucher parce qu'on sera épuisé. C'est une bonne façon. En posant nos sacs. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement réfléchi à la question, mais en tout cas, il y aura du monde autour de nous à ce moment-là pour nous accueillir à l'arrivée. Quelle projection vous faites par rapport justement, moi j'évoque parce que c'est vrai quand on est sur un défi sportif, on parle de visualisation mentale et se voir à l'arrivée, ça peut aider aussi à certains moments dans l'aventure. Qu'est-ce que vous visualisez ou en rêvant le soir quand vous pensez à ce projet? Quelles images vous viennent? Moi, je dirais que c'est beaucoup l'aventure humaine. On a eu des belles phases le dernier week-end qu'on a fait où on est en fou rire et Lisa, elle a réussi à prendre ces moments-là d'ailleurs en photo et en vidéo, c'est super chouette. Et c'est vraiment ces moments-là, moi je dirais qui sont vraiment bien. Mais je sais que moi j'ai intégré par exemple ce projet il y a pas longtemps et
et je regrette pas du tout. Et en fait, déjà en un week-end, j'étais intégrée à 100% et avec une grosse aventure qui a fait du bien, quoi. Donc ça permet, peut-être aussi comme dans les trails ou ultra trails, c'est que on va apprendre un peu sur nous, sur nos limites, nos capacités, notre fonctionnement chacune et fonctionnement des autres. Et c'est un apprentissage qui va être génial, je pense. Moi, c'est plus ça que je retiens, c'est cette aventure plus humaine. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que c'est plutôt ça que je retiendrai. Comment est-ce que vous vous entraînez? Parce on a zappé cette partie-là, mais elle est essentielle finalement. Chacune de notre côté. Alors après, chacune, on fait quand même du sport. Je sais que toi et moi, on court. En tout cas, moi, c'est ça. Je fais un peu de trail, un peu de rando aussi de mon côté. Et après, il y a les week-ends justement où on se retrouve pour s'entraîner avec la Joëlette, pour manier justement la Joëlette. Mais après, physiquement, ça va être chacune de son côté, garder une forme physique et cardiovasculaire assez importante pour faire ces 4 jours-là. On a eu un ami qui nous a fait un peu un entraînement pour cette année. Donc c'est un peu chacun qui suit en fonction des sports aussi réalisés. C'est vrai que quand on est dans la région de Paris ou de Bruxelles, il y a moins de montagnes pour faire du dénivelé. Donc on adapte aussi l'entraînement. Personnellement, je dirais que c'est en allant le plus possible en montagne par les différents sports réalisés. Mais par exemple, pour les bras, je sais qu'on est plus ou moins toutes à le faire un peu plus, à travailler avec des élastiques, notamment pour stimuler un peu plus quand même au niveau des bras, qu'on travaille un peu moins, notamment dans la course. Parce que c'est vrai que tu dois le sentir passer sur... Alors, quelle partie du corps va être le plus impactée? Les avant-bras, le bras complet, les épaules? Ça dépend un peu où on est. Ça dépend où on est sur la Joëlette. C'est vrai qu'on avait plus senti les épaules, juste le fait d'avoir des gros sacs aussi, en plus. Et selon effectivement où on est, selon les passages en fait, si on est en descente, en montée, si c'est un endroit caillouteux ou pas. Mais en fait, tout va bosser autant. Après, comme je disais tout à l'heure, le principe, c'est aussi de pas faire trop d'efforts à cause de la Joëlette. Faut s'économiser. Donc en fait, il y a forcément un effort physique qui est fait, mais où est-ce qu'on a le plus de courbatures à la fin du week-end? Je sais pas. Je saurais pas dire si c'est les bras ou les jambes. C'est vrai qu'il faut de la puissance dans les jambes. Les bras travaillent beaucoup. Je trouve aussi beaucoup les poignets et les doigts pour les freins, notamment même à l'avant. Donc ça fait facilement des ampoules. Donc on prend des mitaines aussi. Ah, vous avez... on a expérimenté avec les mitaines et... voilà. Et puis aussi au niveau du gainage, en fait, surtout à la position à l'arrière, on est tout le temps en train de rééquilibrer. Si on filme les pieds quand on marche avec la Joëlette, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est presque un peu bourré, où il y a les pieds qui partent dans tous les sens, parce qu'en fait c'est en permanence du rééquilibrage et donc du gainage aussi. Donc c'est vraiment très complet comme ça fait comme travailler d'autres parties du corps que vous n'avez pas l'habitude de travailler, donc du coup ça sollicite d'autres muscles. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors aujourd'hui, dans le budget qu'on a dressé de tout notre projet, dans les grandes lignes, il y a tout ce qui va toucher au refuge, le prix des refuges, et puis de l'allocation du chalet sur place. Comme Valentine est loin, on est plusieurs à être loin pour pouvoir se retrouver 10 jours pour trouver un créneau de beau pour 4 jours. Donc il y a cette location du chalet et des refuges. On a aussi tout ce qui va être du matériel, alors pas personnel, mais en tout cas du matériel pour Valentine. Il a fallu donc l'équiper en chaussures, en veste, en vêtements légers aussi, parce que forcément si on a du lourd, faut porter aussi. Donc ça c'est une grande part du budget aussi. Et puis il y a une petite part aussi pour le film, quand même. Okay. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses? Aujourd'hui, alors là, on parle des différents postes de coûts. Est-ce que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est plutôt des finances pour couvrir ce budget? Oui, exactement. C'est plus de l'aide financière pour qu'on soit un peu plus confortable sur certains points, et notamment sur de la logistique autour de Valentine. Est-ce qu'on peut parler d'un budget global? Est-ce qu'on peut l'évoquer? Bien sûr. Une ordre de grandeur? Alors là, on a eu un budget global qui était à 10 000 €. D'accord, c'est conséquent. Qui est quand même conséquent. Parce qu'il y a aussi eu tous les trajets pour se retrouver, tous les week-ends d'entraînement.
la location du refuge au dernier week-end d'entraînement. Donc c'est vrai que ça fait un budget qui est assez conséquent. Mais en fait, voilà, quand on décortique tout le budget, on a essayé plusieurs fois de le réduire. On a réussi petit à petit à réduire aussi en voyant comment est-ce qu'on pouvait aussi se faire prêter du matériel, et notamment une joëlette, enfin voilà, aussi du matériel. Donc, mais voilà, on est autour de ce budget-là en tout cas. D'accord. Et actuellement, on a presque... Il nous manquerait autour des 2 000 € pour boucler le projet. Donc, Ok, voilà. j'espère qu'au travers du podcast et d'autres médias que vous allez pouvoir rencontrer, j'espère, d'ici là, vous allez pouvoir couvrir ces 20% restants. Il y a 80% du job qui a été fait. Voilà, il faut y arriver. Donc, crowdfunding, c'est ça. Et on mettra les liens, vous allez tout retrouver et vous allez pouvoir participer pour qu'on puisse passer ce gap-là. Super. Écoutez, c'était un plaisir de pouvoir échanger sur le projet Valem. Et une dernière question pour vous. Valem, ça veut dire quoi? Vas-y. Alors, initialement, Valem, c'est Val, c'est le surnom de Valentine, qui sera dans la joëlette. Le M, c'est pour aimer. Et donc, c'est Valem, la montagne. Voilà, pour associer Valentine à l'univers de la montagne. Super. Bon, bonne chance et bonne préparation à vous. Et puis, c'est quand la date? Alors la date, c'est en tout cas du fin août, des 10 derniers jours d'août. D'accord. Donc là, on trouvera le meilleur créneau météo dans ces 10 derniers jours. La meilleure fenêtre météo pour le projet. Et on suivra ça et puis on mettra tous les liens sur Insta pour suivre l'aventure. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sûr. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still